Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, Pegida, la colère qui secoue l'Allemagne depuis 3 mois. Le pays voit grossir avec inquiétude le mouvement anti-islam, encore très minoritaire. Il commence toutefois à faire des émules en Autriche, Espagne, Belgique et France. On ira à Dresde, en Allemagne, avec Jérémy Hartmann, au cœur de ce mouvement. Mais avant, revenons à l'actualité. Après les attentats à Paris, l'opération antiterroriste en Belgique, l'Europe se mobilise. Une première réunion des ministres des Affaires étrangères des 28 a eu lieu il y a quelques jours à Bruxelles. L'idée, c'est de renforcer la collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Ils se sont retrouvés pour accorder leur violon sur la lutte contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne veulent désormais agir. Les enjeux sont européens. Tous les pays sont menacés. On le voit aujourd'hui avec la Belgique. Mais les moyens, eux, sont nationaux. Par exemple, l'Europe n'a pas de service de renseignement. Pour l'instant, les informations sont transmises de capitale à capitale, au bon vouloir de chacun. Malgré tout, les ministres européens des Affaires étrangères planchent sur 3 pistes. La création d'un fichier européen des passagers aériens. Il permettrait de repérer des personnes qui se rendent, par exemple, en Syrie. Ensuite, un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Aujourd'hui, les douanes se contentent bien souvent de vérifier que votre passeport n'a pas été volé. Enfin, la mise sur pied d'un programme européen de lutte contre la radicalisation. Cela peut être sur Internet ou bien sûr dans les prisons. C'est la première réunion avant un sommet des chefs d'État des 28 à la mi-février qui sera consacré au terrorisme. Avec une certitude chez de nombreux responsables européens. Le terrorisme est un mal qui peut toucher tous les pays d'Europe. Il est désormais nécessaire que tous s'unissent et échangent leurs informations. Aucun pays n'est à l'abri. Voilà, nous sommes avec Arnaud Danjean. Bonjour. Vous êtes député européen du PPE, qui regroupe les partis de droite et du centre droit, membre de la Commission des Affaires étrangères et spécialiste des questions de défense. Alors, question toute simple, au moment où je vous parle, est-ce que les citoyens européens sont bien protégés? Globalement, ils le sont. Évidemment, la tragédie de Paris occulte un peu tout ce qui se passe par ailleurs en termes de prévention du terrorisme et de neutralisation d'un certain nombre de réseaux, mais on peut considérer quand même que les polices européennes et les services de renseignement européens sont globalement efficaces. Donc la protection est à un niveau élevé, évidemment, mais ça c'est valable sur la durée. Il n'y a aucun mécanisme infaillible, que ce soit des mécanismes législatifs, on pourra renforcer autant qu'on veut les législations, on pourra améliorer autant qu'on veut nos outils de renseignement et de police. Il n'y a aucun mécanisme infaillible en matière de lutte antiterroriste. L'Europe, c'est l'espace Schengen, la circulation des biens, donc des personnes, des armes aussi. Est-ce que ce n'est pas une faille je pense qu'il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de combiner liberté de circulation et protection. Je pense aussi que la solution qui consiste à dire il faut mettre à bas Schengen, il faut démanteler Schengen, ça ne garantit pas une protection contre le terrorisme. Regardez la Grande-Bretagne, elle n'est pas membre de Schengen, elle a été touchée à plusieurs reprises, et notamment en 2005 par des attentats qui ont été parmi les plus spectaculaires en Europe. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est combiner la liberté de circulation de Schengen avec un contrôle plus systématique, plus approfondi aux frontières et l'alimentation des fichiers Schengen, parce qu'on oublie souvent qu'à côté de la liberté de circulation, qui est un principe, Schengen, ce sont aussi des mécanismes, et notamment des mécanismes de contrôle, qui ne sont pas toujours utilisés à plein, j'allais dire, par les États membres. Donc pourtant, l'Europe elle a des outils pour se protéger contre le terrorisme. Par exemple, le programme PNR, de son nom de code, c'est-à-dire un registre commun des passagers aériens qui circulent en Europe. Est-ce que cette mesure, elle pourra s'appliquer demain ou alors c'est pour la Saint-Glinglin? Qu'est-ce qu'on attend pour voter le texte? Eh bien, on attend que certains collègues du Parlement européen, d'autres groupes, parce que le PPE a toujours soutenu le PNR européen, l'adoption de ce PNR européen, on attend que les autres groupes se décident à franchir le pas et cessent de considérer qu'un PNR serait liberticide ou serait une intrusion insupportable dans les libertés civiques des
des Européens. Le PNR doit bien sûr être encadré par un certain nombre de garde-fous juridiques. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de mettre en place un programme de surveillance massif à l'américaine. Il s'agit simplement d'utiliser un outil dont tous les services de police et de renseignement nous disent qu'il serait particulièrement utile pour la traçabilité des personnes suspectes. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Ce n'est pas la panacée, ça ne sera pas la baguette magique, mais en même temps, c'est un vrai instrument qui apporte une valeur ajoutée. Alors on l'a dit, les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis cette semaine pour mettre au point la réponse européenne au terrorisme. Alors chacun y allait de sa solution. On écoute ce que demande le ministre néerlandais des Affaires étrangères. On l'écoute et on réagit juste après. Nous insistons particulièrement sur le fait que nous devons tarir les ressources de financement pour des groupes comme l'organisation État islamique, afin de s'assurer que les relations entre les groupes ici et là-bas sont coupées. Nous voulons une bonne coopération dans la branche de l'intelligence et aussi, ce qui est très important, est de commencer à résoudre les problèmes là-bas, en Syrie et en Irak. Voilà pour les solutions du ministre néerlandais des Affaires étrangères. Arnaud Danjean, mettre sur pied une agence européenne de renseignement, est-ce que c'est possible ou c'est irréalisable? Est-ce que ça... C'est surtout, pardonnez-moi l'expression un peu brutale, mais c'est typiquement la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que le renseignement, c'est opérationnel. Surtout le renseignement en lutte antiterrorisme. C'est de l'infiltration de réseaux, c'est du recueil du renseignement sensible, c'est la détection de sources qui peuvent renseigner sur des groupes terroristes extrêmement dangereux. Ce n'est pas une agence européenne qui va régler la question. C'est pas... Avant de mutualiser le renseignement, il faut l'acquérir. Et l'acquisition du renseignement, il se fait très bien. Ce sont les États? Elle se fait très bien par les services de renseignement nationaux. On a déjà pléthore de services de renseignement nationaux. Services intérieurs, services extérieurs, à peu près dans tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est pas ça le problème. Le problème... Est-ce que les informations s'échangent d'un pays à l'autre? Les informations circulent très très bien entre services de renseignement. Il n'y a pas de rétention d'informations. Ça fait très longtemps que ça circule bien. Il y a des instances informelles qui se passent très bien. Donc le problème n'est pas celui de la coordination européenne et internationale. On peut l'améliorer, bien sûr. On peut avoir des fichiers communs plus systématiques. Et ça peut être le rôle, par exemple, qui est dévolu à Europol. Mais pour autant, Europol peut centraliser des données, mais ce n'est pas Europol qui va aller les chercher, ces données. Et ceux qui vont chercher ces données sur le terrain, ce sont les agences de renseignement nationales, et elles font bien leur boulot, elles coopèrent bien. Ce n'est pas ça vraiment le problème. Je crois que, encore une fois, il n'y a pas de dispositif infaillible. Il y a quelques pistes. On a parlé du PNR, on a parlé du renforcement des contrôles Schengen aux frontières extérieures pour augmenter la traçabilité des personnes à risque. J'entendais le ministre néerlandais parler de tarir les sources de financement. C'est déjà largement fait. Vous savez, ce type de sanctions, des gels d'avoirs ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui, après le 11 septembre 2001, avait déjà été largement mis en œuvre, sous l'égide d'ailleurs de résolutions onusiennes. Au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il faut aussi travailler à l'harmonisation des législations. Parce que vous n'êtes pas considéré comme terroriste, et donc les fichiers ne sont pas alimentés de la même façon au niveau européen, selon que vous êtes en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou autre. Pourquoi? Parce que les codes pénaux n'incriminent pas de la même façon les actions terroristes. En France, on incrimine de façon souvent, et tant mieux, préventive, j'allais dire, avec une loi qui permet de dire entreprise terroriste en lien avec, entreprise criminelle, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est une définition qui permet de faire beaucoup de choses. Ça n'existe pas dans tous les pays et parfois dans certains pays, tant qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte, vous ne pouvez pas être incriminé dans une entreprise terroriste. Ce qui fait que votre nom n'est pas inscrit dans des fichiers ou des choses comme ça. Donc, on peut harmoniser les législations. C'est pas une compétence de l'Union européenne en tant que telle, mais j'allais dire une incitation à l'harmonisation des législations est importante. Permettez-moi juste un petit mot. J'entendais dire que la réunion qui s'est déroulée cette semaine des 28 ministres, c'est une réunion qui était prévue de longue date, c'est une réunion régulière. Elle a parlé du terrorisme comme d'autres sujets. Les vraies réunions décisives en matière... sur une réunion le 12 février des chefs d'État. Mais les réunions décisives en matière d'antiterrorisme, c'est plutôt les réunions des ministres de l'Intérieur, ce qu'on appelle le Conseil justice affaires intérieures. D'accord. Je voulais avoir le point de vue du député européen sur cette radicalisation de ces jeunes. Comment vous l'expliquez en Europe? C'est un phénomène sociologique extrêmement lourd, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites. Écoutez, on considère quand même qu'il y a des zones d'attraction, effectivement, là en ce moment c'est Syrie, Irak, avec un côté spectaculaire aux conflits qui nous entourent, qui font beaucoup de publicité à ce genre de choses, évidemment, chose qui n'existait pas avant. L'usage massif des réseaux sociaux,
et de l'Internet. Ça, c'est vrai que l'ouverture provoquée par les réseaux de communication touche des publics qui n'étaient pas touchés auparavant. Et puis, il y a des malaises peut-être plus spécifiques à chacun de nos pays qui expliquent que, en particulier dans notre pays, en France, bon, il y a sans doute des raisons sociologiques et culturelles très profondes en matière d'intégration en particulier qui expliquent aujourd'hui qu'un certain nombre de jeunes basculent dans une radicalisation qu'on n'avait pas forcément vu venir. Merci en tout cas Arnaud Dangean d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au